Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur les récentes sorties de Donald Trump sur la scène internationale et on va le faire via un angle assez particulier. Oui, on ne part pas d'un discours officiel ou d'un communiqué de presse. Non, pas du tout. Notre source, c'est un simple post du média 20 minutes sur TikTok. Et ce qui est fascinant, c'est pas tant l'info elle-même, mais ce qui se passe juste en dessous, dans les commentaires. Le fameux thermomètre de l'opinion publique. Exactement. C'est l'opinion à chaud, sans filtre. Et la question qui va nous guider, c'est est-ce qu'il y a une vraie stratégie derrière ce qui ressemble parfois à du chaos, ou est-ce juste l'expression de sa personnalité? C'est une excellente question, parce qu'on oublie souvent le poids des mots d'un président, surtout le président des États-Unis. Chaque mot compte. Chaque mot. Et quand c'est diffusé sur une plateforme comme TikTok, qui est faite pour la viralité, l'effet est décuplé. On n'est plus dans la diplomatie classique, on est presque dans une guerre psychologique en temps réel. C'est exactement ça. Allez, entrons dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est une conférence de presse, le 20 janvier. D'accord. Le post de 20 minutes rapporte la phrase « brute de décoffrage », Donald Trump qui affirme que la Somalie n'est pas un pays. Waouh. C'est direct. C'est direct. Et la source précise un contexte qui est absolument crucial. Ces propos visent aussi et peut-être surtout Ilhan Omar, une élue démocrate très critique envers lui et qui est née en Somalie. Ah, voilà. On a donc une déclaration à double détente. Et c'est ça qu'il faut comprendre tout de suite. C'est-à-dire? D'un côté, il y a l'aspect diplomatique. Nier le statut de pays à une nation souveraine, qui est membre de l'ONU, c'est d'une violence inouïe. C'est une négation existentielle. C'est ça. On raye un pays de la carte avec des mots. Mais de l'autre côté, et c'est peut-être ça l'objectif principal, il y a la politique intérieure. La attaque contre Ilhan Omar. Exactement. En attaquant la Somalie, il l'attaque, elle, sur ses origines. C'est une manière de dire à sa base électorale « elle n'est pas vraiment d'ici, c'est l'autre ». C'est une rhétorique qu'il a. Qu'il a déjà beaucoup utilisée. Très souvent. Et c'est ce qui est complexe. Est-ce que ça annonce un vrai virage de la politique américaine dans la corne de l'Afrique ? Ou est-ce que la Somalie n'est, au fond, qu'un dommage collatéral dans sa vendetta personnelle ? Le flou est probablement volontaire. Probablement. Ça lui permet de jouer sur les deux tableaux. Et c'est là que ça devient passionnant. On quitte la sphère politique pour plonger dans les commentaires TikTok. Et là, c'est l'émotion pure. Le sismographe, comme vous disiez. C'est ça, la première vague de réactions, mais alors massive, c'est le soutien à la Somalie. Des centaines de « Vive la Somalie ». Simple, direct. C'est un réflexe quasi pavlovien, une fierté nationale qui se réveille face à ce qui est vécu comme une humiliation. Le drapeau devient un bouclier symbolique, c'est une réponse du cœur. Oui, mais juste après, il y a la réaction en miroir et elle est encore plus forte. En réponse à l'attaque contre la Somalie, une contre-attaque frontale contre les États-Unis. Ah. Je lis le commentaire qui a, mais alors de très très loin, le plus de likes, des dizaines de milliers. Il dit juste « le pire pays, c'est les États-Unis ». Brut, sans nuance. Et voilà le premier effet boomerang. La déclaration, qui visait à isoler ou à dénigrer, elle a pour premier effet de renforcer un sentiment anti-américain qui est déjà là. Il est bien présent, oui. La critique se retourne contre celui qui l'a émise. Il dit « la Somalie est un État failli » et une partie du public lui répond « regardez-vous d'abord ». La polarisation est immédiate. Et ça ne s'arrête pas à l'invective. Un autre commentaire, très populaire aussi, convoque l'histoire pour bâtir un contre-récit. J'écoute. L'utilisateur écrit « La Somalie, oui, mais ils sont les seuls en Afrique à avoir défié les USA la chute du Faucon Noir. » Et là, on change de dimension. Ah, cette référence, elle est capitale. Black Hawk Down. Black Hawk Down, la bataille de Mogadiscio en 1993. Une opération américaine qui a viré au fiasco total. Les images de soldats américains traînés dans les rues, ça a choqué le monde et forcé le retrait américain. C'est un souvenir très fort. Extrêmement fort. Et en réactivant ce souvenir, le commentaire transforme l'image de la Somalie. Ce n'est plus le pays qui n'en est pas un, ça devient la nation indomptable. Le petit David qui a fait plier le Goliath américain. C'est un retournement complet. Total. L'histoire devient une arme pour dire « vous nous méprisez, mais n'oubliez pas ce qui s'est passé la dernière fois ». C'est d'une puissance symbolique énorme. On sent cette fierté, c'est clair. Mais il y a une autre lecture qui apparaît, plus stratégique on va dire. Un internaute commente « il attaque que les pays faibles ».
L'analyse de la tactique du bully. C'est ça, la brute de cour de récré qui ne s'en prend qu'à ceux qu'il pense ne pas pouvoir épauletter. C'est une critique de la méthode elle-même. Ça suggère que cette agressivité n'est pas un signe de force, mais au contraire un aveu de faiblesse. Il ne ferait pas ça avec la Chine ou la Russie. C'est ça l'idée. Que ce soit vrai ou pas, c'est une perception très répandue dans les commentaires. Et puis il y a la dernière couche, la dernière émotion. Qui est... L'inquiétude, voire la peur. Le commentaire qui résume ça le mieux, avec plus de 67 000 likes, est très simple. Il faut l'arrêter maintenant, il commence à faire flipper. Le mot flipper est très parlant. Ce n'est pas un mot politique. Non, c'est viscéral. Exactement. Ça veut dire qu'on a dépassé le désaccord politique. On est dans le psychologique. La peur ne vient pas d'une politique, elle vient de l'imprévisibilité du personnage. La peur de l'escalade, de l'incident. C'est ça. La crainte que tout puisse déraper sur une simple phrase. Et le fait que des milliers de gens partout dans le monde aiment ça montre à quel point cette angoisse est partagée. Au final, cette section de commentaires, c'est un condensé de géopolitique émotionnelle. C'est une bonne formule. On y trouve de la fierté blessée, du ressentiment, la mémoire historique et une peur très contemporaine. Et tout ça à cause d'une seule phrase. Mais le plus troublant, c'est que ce n'est pas un dérapage. C'est ça le truc. Ah non, Quand on prend du recul et qu'on regarde les autres publications de 20 minutes sur Trump à la même période, on voit que le cas somalien n'est qu'une pièce du puzzle. Un véritable style se dessine. un mode opératoire, une doctrine non écrite. Chaque événement, pris seul, peut sembler anecdotique, mais mis bout à bout, Une cohérence apparaît. une cohérence redoutable. Prenons quelques exemples qu'on a sous les yeux. La scène à Davos. Il se moque d'Emmanuel Macron, de ses lunettes de soleil, en disant qu'il a joué le dur à cuire. Voilà le premier pilier, la personnalisation extrême des relations internationales. On n'est plus dans la critique politique. Non, on est dans la cour de récré. Ce ne sont plus des États qui interagissent, ce sont des hommes forts qui s'affrontent en duel. En attaquant Macron sur son apparence, il cherche à le diminuer personnellement. La diplomatie devient un concours de virilité. Autre exemple. Son projet, annoncé comme ça, de remplacer l'ONU par son propre Conseil de paix. Ah oui, c'est tellement radical que ça en paraît absurde. Complètement. Et c'est le deuxième pilier, la Evelyne, la rupture avec les institutions. Bien sûr que c'est impossible de remplacer l'ONU, mais le but n'est pas là. Le but est rhétorique. C'est un message. C'est un message à sa base anti-empire. Je suis contre cet ordre mondial, contre ces élites. Je vais créer mon propre club, avec mes règles. C'est une performance, rien de plus. Et puis il y a le cas du Groenland. C'est un cas d'école de sa méthode. Absolument. Les sources rappellent la séquence, d'abord des semaines de menaces, de pression sur le Danemark pour acheter le territoire. Une demande complètement folle. Puis, du jour au lendemain, il annonce un cadre d'accord qui sort de nulle part. Et voilà le troisième pilier, la provocation comme outil de négociation. La méthode, c'est toujours la même. On crée une crise, on pousse l'autre dans ses retranchements avec une demande hallucinante, Pour ensuite apparaître comme le sauveur. comme le deal maker qui trouve une solution. Que la solution soit réelle ou non, ça n'a presque pas d'importance. C'est l'art de la déstabilisation permanente. Et ça a des conséquences très concrètes. Une anecdote m'a marqué. Après cet épisode, le gouvernement danois, qui est un allié de l'OTAN, Un allié historique? a demandé à ses agents de désactiver le Bluetooth de leur téléphone par crainte d'espionnage américain. C'est un détail qui dit tout. Il faut imaginer. La confiance, c'est le fondement de toute alliance. Bien sûr, Quand un allié en vient à penser que vous allez l'espionner pendant une visite, c'est que ce fondement est brisé. Ces tactiques, ce ne sont pas que des mots. Elles érodent le capital de confiance que les États-Unis ont mis des décennies à bâtir. et du coup, la déclaration sur la Somalie, elle s'emboîte parfaitement dans ce tableau. Parfaitement. C'est une affirmation choc. La provocation. Elle vise une personne et un État. La personnalisation. Et elle piétine les normes. La rupture. C'est la synthèse de sa méthode. Ce qui nous ramène à la question de départ. Chaos ou stratégie? La réponse, c'est peut-être une stratégie du chaos calculé. Le but est de maintenir tout le monde, alliés comme adversaires, dans un état d'incertitude. Car dans cette incertitude, il pense être le seul à pouvoir dicter les règles du jeu. Si on résume, alors, on est parti d'une seule phrase sur la Somalie. Oui, En regardant les réactions sur TikTok, on a vu une vague d'émotions très forte, révélant des lignes de fracture sur la fierté nationale, le ressentiment, La mémoire historique. exactement,
Et en élargissant avec les autres sources, on a compris que ce n'était pas un incident, mais l'illustration d'un style diplomatique bien plus large, un style disruptif qui cherche à dynamiter les règles du jeu. C'est tout à fait ça. Ces sources nous dépeignent un dirigeant pour qui le langage n'est pas un outil de communication, c'est une arme. Une arme stratégique. Une arme pour redéfinir les rapports de force, pour humilier ses rivaux, pour galvaniser sa base et pour court-circuiter toute la diplomatie traditionnelle. La communication n'est plus au service de la diplomatie, elle est l'acte diplomatique, dans toute sa brutalité. Une conclusion qui fait réfléchir. Et qui nous laisse avec une question fondamentale, une pensée pour la suite. Au-delà du choc immédiat, quelle est la résilience à long terme de ces institutions, de ces normes diplomatiques qu'on a mis des décennies à construire ? Est-ce que ça les abîme pour de bon ? C'est la question. Est-ce que ces attaques frontales les affaiblissent de manière permanente en créant un précédent ? Ou est-ce que, au contraire, cette période n'est qu'une parenthèse, un stress test qui, une fois fini, pourrait paradoxalement renforcer la valeur de ces cadres traditionnels aux yeux de tous ? Une démonstration par l'absurde de leur importance. Peut-être bien. C'est tout l'enjeu qui se cache derrière ces quelques mots postés sur un réseau social.